Bonjour à tous, 17h15, on est pile à l'heure pour commencer cette dernière session qui va être consacrée au numérique qui arrive en force dans la santé. Alors bonjour à tous, moi je suis Jean-Claude Durousseau, je suis journaliste santé et je présente une émission qui s'appelle Capital Santé. Et vous pouvez aussi me retrouver sur le journal télé du RSNA. Le journal télé du RSNA, c'est le journal de la radiologie. Voilà. Le numérique est entré en force dans l'univers de la santé. Pour en parler avec moi, le docteur Valérie Faure, qui est ici. Docteur Valérie Faure, vous êtes médecin urgentiste depuis 20 ans, responsable du service d'urgence de l'hôpital privé du Vert-Galant. Vous êtes médecin téléconsultant et directrice médicale d'H4D, qui veut dire Health for Development. À côté de moi également, Patrice Christofini. Vous êtes directeur du développement commercial et des partenariats chez BeWell Connect. Vous êtes docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Paris, spécialiste en santé publique, santé au travail et médecine du sport. Et avant de rejoindre BeWell Connect, vous avez été vice-président santé pour l'Europe du groupe Huawei et des affaires européennes pour le secteur santé d'Orange. Alors, il y a des annonces en même temps, on va attendre un peu. Voilà. Voilà, on a appelé tout le monde, donc je pense qu'ils ont retrouvé leur voiture ou déplacé leur voiture, on ne sait pas. Voilà. Avec moi également le docteur Philippe Cordier. Vous êtes ophtalmologue, vous êtes maire adjoint en charge de la santé et des liens intergénérationnels à la ville de Nevers. Alors, pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, on s'est présenté. Qui est médecin dans l'assistance? Levez le doigt. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de médecins. Et qui est élu? Les élus sont venus en force, hein. Les médecins, super mauvaise note. Alors, le plan de la session elle va être super dense. Le plan de la session, je vais vous faire une petite intro qui va durer une dizaine de minutes, parce que je ne sais pas ce que vous connaissez des grosses tendances de la santé. Alors pour des spécialistes, je vais peut-être dire des choses que vous connaissez déjà, pardonnez-moi. Pour les autres, ça y est, on m'entend mieux là maintenant? Voilà. Pour les autres, ce sera une découverte. Ensuite, on va parler des exemples concrets avec mes invités. Donc on va vous montrer des petites machines qui font plein de choses et qui sont numérisées et qui sont formidables. Et puis on passera aux questions-réponses avec vous pour voir ce qu'on fait de tout ça finalement dans les villes médianes, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, le numérique, enjeux et opportunités pour les villes médianes. Alors on y va sans plus tarder avec... voilà, on va commencer. Donc... une première tendance que je voudrais que vous ayez en tête, c'est que quand on parle de numérique, de digitalisation, fatalement, on parle de fichiers. Donc la santé, aujourd'hui, c'est des fichiers. Alors qu'est-ce qu'on fait avec des fichiers? Les fichiers, on les transmet, on les échange. Alors un exemple concret de tout ça, ça va être le DMP, par exemple, le dossier médical partagé. Hein, les fichiers qu'on va pouvoir consulter, s'échanger, transférer. Les fichiers, on les visualise. Alors, un des exemples de ça, par exemple, c'est les casques de réalité virtuelle dont on se sert dans le jeu vidéo. Mais ces casques de réalité virtuelle, certains chirurgiens s'en servent pour répéter des opérations ou pour expliquer au patient ce qu'on va lui faire. Les fichiers, ça sert aussi à modéliser. Alors, par exemple, si on fait un IRM, on va obtenir un fichier, et de ce fichier, peut-être, je vais pouvoir reproduire ce que j'ai pris en IRM en imprimante 3D. Ça va me servir peut-être à faire une prothèse, ça va me servir à répéter une opération, la préparer, à l'expliquer. Hein. Donc les fichiers, on peut en faire ça. Les fichiers, on peut s'en servir aussi pour faire de la télémédecine, pour communiquer. Okay ? Donc, première notion fondamentale, il faut bien que vous compreniez que les fichiers, c'est où les petites flèches, voilà, que les fichiers, c'est fondamental et c'est ce qui va permettre toutes les évolutions derrière. Alors, le progrès, je ne sais plus où on en est, des trucs, voilà. Le progrès, il est de plus en plus rapide et les gens se l'approprient de plus en plus vite.
quelques rappels comme ça. En 1995, c'est pas si vieux que ça, il y avait simplement 300 000 internautes en France. En 2018, ils sont 52 millions. Donc vous voyez, le progrès va très très vite. La fondation de Google, c'était 1998, et l'iPhone, c'était il y a seulement une grosse dizaine d'années. Donc ce progrès, on se l'approprie extrêmement vite, l'évolution est très rapide et les changements sont extrêmement vite intégrés dans la population. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a toujours vécu, par exemple, on a l'impression qu'on a toujours vécu avec Google, vous voyez, alors que Google, finalement, c'est pas si vieux que ça. Donc, qu'est-ce que ça donne, tout ça, ces progrès extrêmement rapides, qu'est-ce que ça donne, tout ça, en médecine? Alors, en médecine, quelques tendances lourdes. Première tendance, je vais vous parler des NBIC. Je vais vous en parler juste après les annonces. Bon, alors ça a l'air de se calmer, on va continuer. Donc, première tendance lourde, les NBIC. Qu'est-ce que c'est les NBIC? C'est N, c'est nanotechnologie, B pour biotechnologie, I comme informatique et sciences cognitives. Et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est l'interconnexion entre l'infiniment petit, c'est les nanotechnologies, et la fabrication du vivant, c'est les biotechnologies, avec des choses comme CRISPR-Cas9, qui est la manipulation du génome humain, un peu avec des trucs du style copy and paste. Okay, et puis la connaissance du cerveau et des capacités cognitives. Donc c'est ça les NBIC. Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? C'est que c'est multidisciplinaire, que c'est convergent. Il faut bien se rappeler de ces notions-là. Vous allez voir plus tard dans les exposés que c'est important d'avoir ça en tête. Alors, quelque chose d'autre qui est important dans les tendances lourdes, c'est la miniaturisation. Alors par exemple ici, je vous ai amené un appareil. On pourrait croire que cet appareil, c'est un iPhone, par exemple, ou un smartphone du moins. Pas du tout. Cet appareil, tiens, si vous voulez me le tenir, voilà, cet appareil, c'est un échographe. Voilà, donc vous avez les femmes, notamment, vous avez toutes eu des échographies lors de vos grossesses. Vous voyez la taille de la machine de l'époque. Et ben aujourd'hui, voilà, un échographe, c'est ça. C'est petit, on peut le mettre dans une ambulance, on peut gagner du temps au niveau du diagnostic, et c'est communicant. Okay, donc, on est dans des technologies convergentes, comme je disais, et on est dans de la miniaturisation. L'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est... Bon, ça y est, je pense qu'ils les ont tous. Donc, deuxième tendance lourde. Ah, il en manquait. Deuxième tendance lourde, c'est l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est le grand sujet du moment. On va s'y arrêter quelques secondes pour que vous compreniez bien ce que c'est. Alors, la définition de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qu'un programme informatique accomplis et qui sont des tâches normalement réservées aux hommes du fait de leur capacité intellectuelle. L'intelligence artificielle, comment ça fonctionne? Ça fonctionne, si vous regardez sur l'écran, avec des
réseaux neuronaux. Alors par exemple, si on veut apprendre un ordinateur à reconnaître une image de chien, on va lui rentrer 1 million d'images de chiens, ou enfin d'une grande quantité d'images de chiens, et puis pour chaque image, la machine dit ce qu'elle voit. Si la réponse est bonne, le système, la configuration des réseaux neuronaux ne change pas. Si la réponse est mauvaise, on change les connexions jusqu'à ce qu'on ait la bonne réponse. C'est-à-dire que l'ordinateur dise effectivement, c'est un chien. Alors l'opération, on la reproduit des dizaines de milliers de fois, et à la fin, l'ordinateur, il sait reconnaître un chien à coup sûr, parce que chaque réseau aura été entraîné à reconnaître la moustache, la truffe, le poil, vous voyez. Donc chaque réseau aura appris. Alors aujourd'hui, en combinant ces images sur Facebook, on est même capable de dire le chien est dans la piscine, parce que Facebook, il reconnaît un chien, mais il reconnaît aussi une piscine. Donc on commence à contextualiser un petit peu les choses. Mais c'est vraiment le début de la contextualisation. En règle générale, un ordinateur, il n'est pas vraiment capable de comprendre le contexte. Par exemple, un robot, si vous lui disiez tu vas faire une omelette, pour faire une omelette il faut 6 œufs, ben, si vous ne lui dites pas c'est 6 œufs mais sans la coque, lui on ne lui a pas donné cette information, donc il ne va pas l'intégrer. Donc il ne connaît pas le contexte. D'un autre côté, ce mode d'apprentissage qui est un apprentissage statistique est très très lourd. Et par exemple, un petit enfant, il ne lui faut pas 1 million d'images de voitures pour reconnaître la petite voiture. Vous voyez, donc on n'est pas encore au stade où l'intelligence artificielle nous a dépassés, loin de là. Alors, dans l'intelligence artificielle, ça fonctionne avec quoi? Ça fonctionne avec du big data. Vous avez tous entendu parler de ce mot-là, big data. Et dans big data, il y a 2 mots. Il y a big et puis il y a data. Alors, on va s'arrêter sur big d'abord. Big, c'est un peu ce qu'on a vu avec le chien. Il faut des milliers, voire des millions de données pour qu'on arrive à tirer quelque chose. Alors, un exemple, c'est le Watson. Watson, c'est l'expérimentation IBM de l'intelligence artificielle. Watson, c'est 90 millions de dossiers médicaux, 200 millions de dossiers d'assurance et 30 milliards d'images qui ont été stockées dans les ordinateurs. Quand on dit des images, ça peut être des radios, des IRM, des scans, des échographies. Donc on voit là le côté big de la data. Alors, problème numéro 1, c'est que dans le big data, donc big, il faut les trouver, ces données. Alors, une chose dont vous avez également entendu parler, c'est la RGPD, la protection des données. Donc nous, on a une approche en Europe qui est cette approche d'être très prudent par rapport à la protection des données. On peut se demander si d'autres pays comme la Chine ou les USA ont la même approche que nous, et bien sûr la réponse est non, et donc ils vont être beaucoup plus rapides que nous à récolter un grand nombre de données. Donc dans le côté big, il faut bien réfléchir jusqu'où on va dans la protection et jusqu'où on va se mettre une balle dans le pied en n'ayant pas ce côté big qui est indispensable à la data. Alors ce qui va peut-être nous sauver dans tout ça, c'est ce qu'on appelle l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet of Things. Donc c'est que en fait, les données, on les récolte tous les jours sans que vous le sachiez à travers vos objets connectés. Par exemple, ceux qui ont des Apple Watch, eh ben, c'est un objet connecté et ça va nous permettre de récolter beaucoup de données très très rapidement. Alors, le problème numéro 2 dans les big data, c'est que, et l'expérience Watson le montre, ils avaient énormément de données, puisque je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, mais malgré tout, leurs résultats ne sont pas probants. Les diagnostics qui sortent de Watson ne sont pas forcément bons. Et pourquoi ils ne sont pas forcément bons? C'est parce qu'il y a une autre notion dans le big data, c'est que les données, elles doivent être correctement renseignées. C'est aussi ce qu'on appelle le smart data. Alors, pour que vous compreniez bien, je vous ai amené des œufs. Vous voyez, ici pour... alors, les œufs, ils sont de forme ovoïde. Hein, on pourrait dire qu'un œuf est caractérisé par sa forme ovoïde. Okay, mais pour autant,
tous les œufs ne sont pas forcément équivalents, même s'ils sont de forme ovoïde. C'est-à-dire que je peux avoir un œuf dur, je peux avoir un œuf bio, je peux avoir un œuf frais, c'est-à-dire que si je le casse, je peux avoir un œuf avec un petit poussin à l'intérieur et je peux avoir un œuf en plâtre ou un œuf en chocolat, un œuf de Pâques. Tout ça, c'est de forme ovoïde et l'ordinateur, lui, il va dire que c'est un œuf. Donc si on transpose ça à des tumeurs, par exemple, et qu'on dit que le premier critère qu'on pense à renseigner, c'est la forme, et uniquement la forme, voire la taille, on est peut-être un petit peu court. Donc il va falloir renseigner d'autres choses. Smart data, il faut que la donnée soit correctement renseignée. C'est un gros challenge parce que quand vous avez une image qui n'est pas l'image d'un œuf mais qui est l'image d'une tumeur, une tumeur c'est un diagnostic, une tumeur c'est une évolution, une tumeur c'est une pathologie, la pathologie c'est une personne avec un historique. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être associées à ça. Donc le fait de bien renseigner les données et le fait d'avoir des protocoles de normalisation des données, c'est très important parce que si on a mal renseigné les données, on ne saura pas si cet œuf c'est un œuf dur ou si éventuellement, donc est-ce que je peux le casser sans abîmer mon costume? On ne sait pas. Voilà, ça a été bien renseigné. Voilà. Okay. Alors on se résume. Je vous ai parlé du côté big, hein, c'est le volume. Je vous ai parlé du côté smart, c'est la qualité des data. Maintenant, il y a un troisième problème dans tout ça, c'est la puissance de calcul. C'est impossible de répertorier correctement tous les cas de figure. On le voit bien par exemple avec la conduite autonome. La conduite autonome, il faudrait avoir tous les cas de figure en permanence et ça, c'est pas possible. Donc de plus en plus maintenant, je vous ai parlé de l'apprentissage statistique avec 1 million d'images de chiens pour reconnaître un chien. De plus en plus, on va s'orienter vers un apprentissage qui est un apprentissage plutôt par manuel. Hein, si je veux créer une intelligence artificielle qui va jouer au poker, au lieu de lui apprendre tous les cas de figure, je vais lui apprendre les règles du poker et je vais lui apprendre le contexte. Voyez, et après, elle va avancer. Okay, donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors, les questions avec tout ça, et c'est la fin de l'introduction, c'est est-ce que c'est de la fiction finalement tout ça? Alors, on peut pas dire que c'est de la fiction puisque on voit bien, si on transpose, par exemple, aujourd'hui on est en 2018 et on est dans l'itinérance mémorielle, donc rappelons-nous, on en était en 1918 et voyons tout le chemin parcouru entre 1918 et 2018. Alors imaginez avec la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui et la somme de connaissances qu'on a aujourd'hui, où on en sera en 2118. Hein. Donc tout ce qu'on vous dit là aujourd'hui, non seulement c'est pas de la science-fiction, mais en plus on est bien loin d'imaginer toutes les possibilités qui seront offertes à nous. Alors voilà, pour ce résumé, je vous ai parlé de, si vous voyez sur l'écran, de NBIC, hein, donc les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives. Je vous ai parlé de Big Data, je vous ai dit que dans Big Data, il y avait Big et il y avait la qualité de la data. Je vous ai parlé d'IoT, c'est l'Internet des objets, et je vous ai parlé d'intelligence artificielle. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est parce que tout ça, ça crée un écosystème qui est connecté, qui est totalement décloisonné. Pour vous donner un exemple du décloisonnement, si aujourd'hui on peut faire autant de choses dans l'interprétation des diagnostics en imagerie médicale, c'est parce que les cartes graphiques ont formidablement évolué. Pourquoi elles ont évolué? C'est à cause de l'industrie du jeu vidéo. Donc vous voyez, le jeu vidéo, la médecine, c'est des univers différents et tout ça c'est décloisonné aujourd'hui. Les technologies, elles voyagent d'un univers à l'autre. Donc elles sont connectées, décloisonnées, datavores. Dans Big Data, il y a beaucoup de données, donc elles seront très datavores. Et on aura besoin de calculs, de capacités de calcul absolument énormes et exponentielles. Si vous prenez par exemple le Waze, imaginez Waze, donc vous savez ce que c'est Waze, c'est vous voyez le nombre de voitures qui au même moment dans le monde utilisent Waze, donc vous voyez les capacités de calcul que ça requiert et de communication que ça requiert, c'est absolument extraordinaire. Okay,
Donc, les questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est quelle différence entre tout le buzz médiatique qu'on fait autour de l'intelligence artificielle et de la numérisation et la réalité des choses. Dans la réalité des choses, ça ne va pas être une révolution d'un coup comme ça. Et dans la réalité des choses, l'intelligence artificielle, vous vous en servez déjà au quotidien. Quand vous dites à votre téléphone portable, dis Siri ou OK Google, cherche-moi ça, c'est déjà, vous en servez au quotidien et vous trouvez ça tout à fait normal. Quand vous, pour Noël, une des plus grosses ventes, ce sera les assistants du style Alexa ou Google. Et là, c'est pareil, vous allez parler à une machine et vous allez trouver ça tout à fait normal. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, on s'en sert déjà au quotidien. Et d'ailleurs, si je vous demande qui se sert au quotidien de Waze, par exemple, vous voyez, donc il ne faut pas croire que c'est une révolution qui va tout changer. C'est des changements qui arrivent comme ça tranquillement dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Ce qu'on attend de tout ça, finalement, c'est des découvertes disruptives. L'intelligence artificielle et les grandes bases de données, les big data, ça va permettre à des machines de mouliner un grand nombre d'informations et à partir de ce grand nombre d'informations, peut-être de nous montrer des choses à côté desquelles on était passé. Exemple, les psychiatres ont vu que dans la dépression, ils ont fait passer des tests à des gens en leur posant des tas de questions sur la dépression, et puis ils avaient mis des capteurs, ils avaient mis des tas de choses dont on n'avait pas besoin a priori, et en fait on s'est rendu compte avec ces capteurs que on pouvait évaluer le stade précis de la dépression au ton de la voix et aussi en analysant le regard. Et c'était des données très objectives auxquelles on n'avait pas pensé. Donc voilà, le big data, c'est ça aussi, c'est renseigner plein de choses, mais le renseigner correctement, smart data, et puis peut-être qu'il va en sortir quelque chose de disruptif. Alors, le rôle du médecin dans tout ça, demain, j'ai été un petit peu trop loin dans les slides, mais c'est pas grave. Le rôle du médecin de tout ça dans demain. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle, ça ne va pas faire qu'il n'y aura plus de médecins. Les médecins, ils vont être là pour définir ce qu'on appelle les use cases, les cas d'usage. Pourquoi on fait un programme finalement? On fait un programme, on a un objectif, ça va être pour prévenir, pour diagnostiquer un type de pathologie, pour surveiller l'évolution d'une pathologie, mais on a toujours ce qu'on appelle un use case, pourquoi on fait quelque chose. Et ça, c'est les médecins qui devront le dire. Ce n'est pas aux ingénieurs de pondre des programmes et ensuite aux médecins de les utiliser. C'est aux médecins de définir les use cases et ensuite aux ingénieurs, en collaboration avec les médecins, de faire les programmes ad hoc. Ensuite, je vous ai parlé des smart data. Les médecins, ils ont un rôle important à jouer dans le renseignement correct des données. Le bon diagnostic, vérifier les bons résultats de la machine. On ne va pas faire confiance comme ça à des algorithmes dont on perd complètement le contrôle. Donc les médecins, ils ont ce rôle-là à jouer. Au niveau clinique, ils ont aussi un rôle. La machine va vous donner un diagnostic. Qui va le valider derrière? Qui va prendre la responsabilité? Qui va signer? C'est quand même le médecin. Donc le médecin, il a ce rôle de valider le diagnostic, valider les traitements, replacer le malade dans son contexte, parce qu'un malade, ce n'est pas une pathologie, ça peut être des pathologies multiples, c'est aussi un âge, c'est des facteurs psychologiques. Donc le médecin, il a ce rôle-là, il doit le conserver, et il est absolument fondamental. Je vais passer assez vite sur le reste. L'enjeu des villes médianes, tout ça, dans tout ça, on va en parler. Ça va être les questions-réponses. On va passer maintenant à des exemples concrets pour vous donner des idées de ce que ça peut vous donner dans la vie de tous les jours. Je voulais juste finir avec un slide qui est celui-là. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'était Rabelais, c'était en 1400 et le problème est toujours le même. Voilà. Est-ce que ça va? J'ai pas été trop chiant avec mes explications. Ça vous a passionné ou pas? Non, je sais pas. Bon, alors on va passer à des exemples beaucoup plus concrets maintenant de ce qu'on peut faire
avec le digital. On va parler de Be Well Connect avec vous, Patrice Cristofini. Vous avez un micro qui est là. Oui, écoutez, merci. Alors, rapidement, je ne dépasserai pas 10 minutes. Donc, Be Well Connect, c'est la filiale santé connectée du groupe Visiomed. Quelle est notre approche? On est de toute façon confronté à un véritable problème que vous vivez dans vos villes. Vieillissement des populations, explosion des maladies chroniques, raréfaction des professions de santé. Et malgré tout, on sait que toutes les enquêtes le prouvent et le disent, que dans les villes et dans les zones de relative désertification, le gros problème, c'est de maintenir, il y a deux grands sujets, l'éducation et la santé. Et quand ces secteurs-là commencent petit à petit à être difficiles d'accès, ça entraîne évidemment des conséquences économiques importantes pour les villes. Alors quelle est notre approche, nous, chez Be Well Connect? C'est de se dire que la vraie stratégie, c'est comment les solutions digitales et technologiques vont pouvoir connecter un patient ou un individu, s'il n'est pas malade, à un professionnel de santé, finalement en mobilité. C'est-à-dire, on ne remettra pas en cause le fameux colloque singulier, l'entretien médecin-patient, mais on sait que dans beaucoup de cas, on peut faire beaucoup de choses par des échanges à distance, et beaucoup de suivi et d'accès aux médecins peuvent se faire par les outils digitaux qui sont actuellement prêts. Alors nous, qu'est-ce que l'on a fait? La première chose, on a travaillé sur de l'intelligence artificielle. Comme ça a été parfaitement dit, il y a 3 choses pour que ça marche. La qualité des algorithmes, et ça, dans notre société, on travaille avec des gens qui ont un grand savoir-faire, des bases de données importantes, et puis des machines pour pouvoir calculer tout ça. Alors, nous, on a travaillé sur une application qui s'appelle Checkup, qui est embarquée sur un téléphone mobile, tout simplement. Ça s'appelle le compagnon santé. Vous avez un symptôme, vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, votre enfant a de la fièvre, vous êtes maman, vous êtes chez vous. Si vous avez accès au service, vous accédez très facilement à une série de questions qui sont travaillées sur des technologies à base de machine learning. Et ces questions vous amènent, à vous donner une orientation pré-diagnostique. On vous dit clairement les chances les plus probables que vous avez, mais surtout, on vous définit le degré d'urgence. Est-ce que je dois faire le 15 ? Est-ce que je peux attendre de voir mon médecin généraliste demain, après-demain ou dans 48 heures ? Ou est-ce qu'il faut que je le voie dans 3 à 6 heures ? Les fameux 3 feux, feu rouge, feu vert, feu orange. Mais en plus de ça, dans cette application, on vous permet, si vous adhérez au service, d'accéder à un plateau de téléconsultation médicale. Ce plateau de téléconsultation médicale, vous savez qu'en France, il y a eu une grande évolution depuis le 15 septembre, c'est que la Caisse nationale d'assurance maladie permet la téléconsultation comme un acte remboursé. Et partant dans cette logique-là, notre application est finalement un bouquet de services qui vous accompagne et qui, lorsque votre médecin n'est pas accessible en situation d'urgence, peut vous permettre de téléconsulter des plateaux médicaux ou, quand votre médecin est accessible, d'avoir une téléconsultation avec lui. Donc ce genre de solutions, on les a développées, elles sont prêtes et des compagnies d'assurance commencent à tester notre application et le proposent dans des contrats santé individuels, collectifs. Ça, c'est une première chose. Mais on a été un petit peu plus loin. Puisqu'il faut travailler sur la santé, on s'est dit il faut permettre à des professionnels de santé, attends, il faudrait que je puisse mettre la vidéo, il faut permettre à des professionnels de santé, je ne sais pas si je suis sur la croix, ouais, de pouvoir finalement prendre des mesures avec un patient dans des endroits divers et variés. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre. J'y suis ? Je suis sur la croix ou pas ? Je ne vois pas là. Où est-ce qu'elle a souris ? Ouais, okay. Voilà, donc on a développé ce qu'on appelle une station de télémédecine mobile, toute petite, qu'on appelle le VisioCheck, qui est vous allez voir l'appareil, c'est un appareil qui fait 300 grammes, qui est un mobile durci, et dans lequel on a possibilité de prendre des mesures. On peut prendre un certain nombre de mesures. Tension artérielle, température, mesure du diabète et de la glycémie.
On peut étudier sa variation de poids par des technologies Bluetooth sur une balance. Et on peut évidemment faire aussi un électrocardiogramme, cette dérivation. Donc ces appareils sont typiquement faits pour des professionnels de santé en mobilité, qu'ils soient infirmières, nurses, médecins qui se déplacent, médecins en situation d'urgence. Ils arrivent près du patient, prennent quelques mesures, les affichent et peuvent éventuellement transmettre ces mesures à un plateau médical ou à un médecin pour avoir un avis et savoir ce qu'ils doivent faire. Alors, vous imaginez ce genre d'applications, elles sont immenses et variées. Alors, on a par exemple des projets dans les ambulances, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les stations de santé. On met ça dans des petits chariots. Ça peut se déployer en entreprise, en maison de retraite, en EHPAD. La soignante qui est là le soir tard, qui doit gérer toute seule 30 ou 40 patients dans son EHPAD quand un patient ne va pas bien, imaginez-vous l'importance de l'outil, parce que non seulement elle affiche les paramètres, mais elle peut les transmettre, les partager et demander l'avis de l'expert. Voilà, donc cette solution VisioCheck, nous la déployons actuellement. Les premiers déploiements se font en pharmacie. On a créé un point de station, le pharmacien devient acteur, le patient peut venir en pharmacie, prendre ses paramètres, éventuellement répondre au fameux logiciel check-up d'intelligence artificielle. Toutes ces données sont transmises au plateau médical et, si nécessaire, accès à la téléconsultation. Nous sommes en déploiement en pharmacie actuellement et nous sommes en train de déployer ces stations dans différents secteurs, EHPAD, maisons de retraite, entreprises et professionnels de santé en mobilité, services d'urgence. Voilà un petit peu comment l'innovation. Alors on a une troisième brique, et j'aurai fini, sur lequel nous travaillons, qui est cette capacité pour les médecins qui vont recevoir finalement beaucoup de données. Ils vont recevoir des tensions d'individus, des températures d'individus, des glycémies d'individus. Il leur faut un outil pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire quand vous êtes en bout de chaîne, en téléconsultation, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc on développe des solutions qu'on appelle BeWell Expert, qui permettent de prioriser pour que le médecin sache, quand il reçoit 100 tensions, quel patient il va aller voir, demander la téléconsultation en priorité ou lancer une alerte. Voilà le genre d'innovation que chez BeWell Connect, nous déployons. Et nous espérons vraiment accompagner cette transformation digitale, maintenir la qualité des soins. Et on est vraiment dans cette logique, patient, professionnel de santé. Voilà. Alors voilà, donc les solutions BeWell Connect, des solutions très miniaturisées, avec beaucoup de connectivité puisqu'on peut brancher tout un tas d'outils. La connectivité, elle est Wi-Fi, mais on peut mettre une carte SIM et utiliser la 3G et la 4G. Voilà. Et alors maintenant, Valérie Faure, je pense que vous avez pu voir une cabine qui ressemble à une cabine de photomaton qui est là-bas derrière. Alors en fait, il y a des patients qui veulent avoir le confort d'une cabine de télémédecine, le côté aussi privé finalement, qui favorise le colloque singulier avec le médecin qu'on va voir sur un écran. Et vous, c'est une solution que vous avez développée, la solution H4D. Le 4 veut dire fort en anglais, c'est Health for Development, c'est ça. Donc parlez-nous de cette solution. Alors, bonjour, merci de nous accueillir. Donc, c'est une... Bien dans le micro, parce que je crois que l'acoustique, elle n'est pas terrible. D'accord. Alors, c'est très différent effectivement, de ce que j'ai pu entendre. C'est une cabine qui va permettre de faire se rencontrer le médecin et son patient, tout simplement. C'est donc un cabinet médical qui est dans une cabine de consultation qui fait un petit peu plus de 2 mètres carrés. Alors là, je vais vous parler un petit peu de l'expérience en tant que médecin téléconsultant. Effectivement, il y a cette intimité qui est retrouvée entre le patient et qui est seul, dans un environnement clos et fermé, avec son médecin en face à face. Les données de santé sont sur un serveur agréé, données de santé, donc de ce côté-là, il y a la sécurisation des données. Et les mesures qui sont prises sont des mesures qui sont garanties. C'est-à-dire que c'est un dispositif médical et qui répond aux normes des dispositifs médicaux comme un dispositif médical hospitalier. Donc,
en tant que médecin consultant, quand je rencontre un patient qui rentre dans la cabine, eh bien finalement, il n'y a pas d'intelligence artificielle, là en revanche. C'est une consultation traditionnelle, je dirais. On va demander le motif de consultation au patient, qui va nous raconter la raison de sa venue, ses antécédents, ses allergies, et nous, on va en fonction d'un examen clinique et des dispositifs médicaux qui sont à sa disposition, conduire la consultation. C'est-à-dire qu'on va prendre une tension, on va regarder son oreille, il va mettre l'otoscope, on va regarder sa gorge, on va lui demander de prendre le stéthoscope et on va faire une auscultation cardio-pulmonaire. Alors comment ça se passe ? Le patient arrive par exemple, il nous dit qu'il tousse. Donc un patient qui tousse, c'est comme aux urgences. Quand j'ai un patient en cabinet qui tousse, j'ai besoin d'avoir sa température. Donc il va prendre sa température, je vais noter, je vais lui demander de prendre sa tension, et puis ensuite je vais lui demander de faire l'auscultation. Donc il va poser le stéthoscope, et je vais chercher s'il a des signes de pneumopathie, notamment en cas de fièvre. À l'issue de cette consultation, je peux lui imprimer une ordonnance qui sera remise directement, je dirais en main propre, c'est-à-dire l'ordonnance sort dans la cabine, et je vais rédiger en fin de consultation, comme en cabinet, un compte-rendu médical. Sur ce compte-rendu, il y aura tout ce que j'aurais rentré auparavant, c'est-à-dire ses antécédents, ses allergies, et puis l'examen clinique et la conclusion de ma consultation. Ce compte-rendu médical sera à remettre à son médecin traitant, si je ne suis pas son médecin traitant. Et sinon, si je suis son médecin traitant, effectivement, tout le dossier sera sécurisé, sera consultable ensuite par le médecin suivant s'il a besoin de revoir le patient. Le dossier, il est ouvert et fermé par le patient lorsqu'il se connecte, il met sa carte vitale, ça ouvre son dossier et quand il s'en va, il retire sa carte, ça ferme le dossier. C'était pour vous expliquer un petit peu sur le plan pratique comment ça se passe. Alors, effectivement, donc là, on voit bien deux approches totalement différentes et complémentaires, à mon avis. On a vraiment une cabine de téléconsultation, on a des outils de télémédecine, de télésuivi, qui peuvent d'ailleurs s'aménager également. Vous avez un espace privatif que vous pouvez aménager aussi dans votre solution. Mais voilà, donc c'est des solutions différentes qui sont complémentaires, qui dépendent des besoins et des envies de chacun. J'ai envie de me tourner vers vous, Philippe Cordier. Philippe Cordier, vous êtes médecin ophtalmologue, mais vous êtes aussi élu. Alors, Big Data, NBIC, digitalisation, communication, télémédecine, téléconsultation, qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis après, on essaierait de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour les villes médianes. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Déjà, ce que ça m'inspire, en fait, c'est que la médecine a complètement changé, s'est complètement transformée, en fait. Et c'est une médecine d'aujourd'hui, c'est une médecine de demain. Et notre pratique va forcément, en tant que médecin, changer. Je pense que l'intelligence artificielle est un formidable outil, mais c'est un outil, et donc doit rester un outil. Et voilà. Bien dans le truc. Voilà. Et pour parler un petit peu de cette cabine de téléconsultation que j'ai testée en fait tout à l'heure. Tout va bien, vous n'êtes pas malade? Apparemment, oui, je pense que juste un problème de poids, mais qui devrait s'arranger. Je pense que toutes ces nouvelles technologies, on va dire, répondent en fait, qu'elles soient télécabines ou plutôt miniaturisées, comme le docteur Cristini nous l'a proposé. Bon, je pense que c'est un peu l'évolution en fait de la médecine, et je vois pas mal dans l'assistance là d'élus en fait, de maires de communes, où il y a sûrement un problème de désertification médicale. Petite commune, monsieur. Je vois Madame Augendre aussi, qui est maire de Coulanges-et-Nevers, qui a aussi des problèmes. Nous gérons effectivement aussi les EHPAD. Et je pense que tout ce matériel en fait qu'on nous a proposé s'inspire en fait dans la gestion en fait des EHPAD, qu'elles soient publiques ou privées. Vous avez parlé donc de la téléconsultation, mais je parlerai également
des fauteuils intelligents maintenant, où les gens qui sont en fauteuil peuvent parler à leur fauteuil et peuvent commander éventuellement dans l'avenir une voiture autonome, ou des bracelets qui sont chez des personnes Alzheimer qui prennent souvent un peu la poudre d'escampette, mais avec ces bracelets, on sait où ils sont, les portes se ferment, enfin bon, les exosquelettes aussi qui peuvent, puisqu'on n'en a pas parlé des exosquelettes, mais c'est quelque chose aussi. On ne peut pas parler de tout. Non, on ne peut pas parler de tout, bien sûr, mais c'est quelque chose aussi de capital. Vous avez parlé également de l'imagerie 3D pour les chirurgiens qui peuvent faire éventuellement leurs opérations en 3D, surtout sur des organes mous, qui peuvent être en relation aussi avec des confrères du monde entier quand ils ont des problèmes dans leurs blocs chirurgicaux, qu'ils veulent un deuxième avis. Enfin, voilà, c'est un peu voilà ce que ça m'inspire en fait, cette médecine de demain qui va complètement transformer notre médecine d'aujourd'hui. En fait. Voilà. Alors, d'un point de vue très terre à terre, cette médecine de demain qui est là aujourd'hui, hein, parce que la cabine elle existe, BioWell Connect, vous êtes bien là, hein, je vous touche, vous êtes bien réel. On parle souvent des déserts médicaux, mais l'autre jour je parlais avec un pharmacien, il me disait mais vous savez, il n'y a pas de désert pharmaceutique parce que des pharmacies, il y en a pas encore, c'est pas comme les déserts médicaux, hein, il y en a à peu près partout et il y en a encore dans les petits villages. Alors ce qui est intéressant avec ce que vous proposez l'un et l'autre, c'est la collaboration, si j'ai bien compris, entre les pharmaciens et puis vos solutions de télémédecine ou de téléconsultation. Qui veut répondre ou les deux, prenez un micro. Oui, nous, ce qu'on essaye d'utiliser, c'est de se dire où est-ce qu'il peut y avoir un accès pour un patient dans une ville moyenne ou un territoire lorsque l'accès au médecin est difficile. Le pharmacien peut jouer ce rôle avec des équipements, des devices médicaux et la station et le visio-check. Il peut prendre les mesures, les afficher et les transmettre à un médecin qui peut rentrer dans le cadre du parcours de soins et faire la téléconsultation. Alors ça peut être ces cas-là, et si le médecin n'est pas accessible, on est hors parcours de soins, et dans ces cas-là, tel que c'est prévu par les textes, ce sont des plateaux médicaux de débordement qui peuvent prendre la main. Le patient étant à la pharmacie, il est tout à fait possible pour le pharmacien, ayant les paramètres, le CG, la température, le poids, la glycémie, plus le questionnaire, et pouvant être en visioconférence avec le patient, il peut au passage envoyer le médecin du plateau ou le médecin généraliste peut envoyer la prescription directement à la pharmacie où se trouve le patient. Voilà un exemple de modèle. Alors avant de donner la parole à Valérie, on va faire préparer vos questions-réponses. Allez-y, attaquez. Et puis après, Valérie qui va répondre. Une question simple. C'est-à-dire, tous ces systèmes sont formidables et ils sont magnifiques. Pour autant, il faut toujours un médecin quelque part. Alors, quand on est sur des déserts, on est sur des déserts médicaux. Mais est-ce qu'on est sûr d'avoir tout le temps, à l'intérieur de la cabine, un médecin? Parce que la difficulté, c'est d'avoir le médecin. Alors, y compris en téléconsultation. Absolument. Parce que s'il en manque, il en manquera aussi derrière les cabines de téléconsultation. Et ce serait dommage d'avoir une cabine de téléconsultation. Et pas de médecin au bout. Oui, on va mettre... Alors, la question, je la répète, c'est que c'est bien joli d'avoir une cabine de téléconsultation, mais s'il n'y a pas de médecin au bout, puisqu'on nous dit qu'il manque de médecins, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Valérie, vous avez peut-être une réponse. La question, c'est de savoir s'il manque de médecins ou s'ils sont pas bien répartis sur le territoire. C'est peut-être ça la réponse. Allez-y. Vous êtes censurée, Valérie, vous n'avez plus de micro. Alors, la cabine, effectivement, ne s'installe pas nécessairement dans une pharmacie, elle s'installe là où il y a un manque de médecins. Elle a deux usages qui est soit en mode autonome, c'est-à-dire que le patient peut rentrer, avoir un suivi de ses constantes, soit en mode de téléconsultation, où là, le patient aura pris rendez-vous avec un médecin qui est un médecin du territoire ou un médecin de l'organisation territoriale du plateau organisé par nous. Mais il y a l'assurance, quand le patient rentre dans la cabine, il a un rendez-vous, il met sa carte. De l'autre côté, c'est un lien fort, c'est-à-dire qu'il a l'assurance d'avoir un médecin qui, pour se connecter, est obligé de mettre sa carte de professionnel de santé, sa carte CPS. Donc il est sûr d'avoir d'abord que la personne en face est bien un médecin, puisque c'est sa carte pro,
et d'autre part, par la prise de rendez-vous, d'avoir un médecin au moment où il s'assied. Un complément, Patrice, Christophini, allez-y. Oui, parce que par rapport à votre problème de... Alors, la première question, actuellement sur le marché, beaucoup de confrères et de praticiens, depuis qu'il y a la téléconsultation qui va être un acte remboursé, s'organisent et se mettent, soit ils le font en tant que médecin généraliste pour leurs patients comme médecin référent, soit ils le font en termes d'organisation, en termes de plateau. Il y a beaucoup de plateaux médicaux qui s'organisent, le plus connu étant celui qui a démarré le premier, c'était le plateau médical d'AXA, mais vous en avez beaucoup d'autres, je ne les citerai pas, mais qui sont en train de se déployer. En général, ce sont d'ailleurs des médecins qui font ça en plus sur des temps de vacation, évidemment avec une rémunération. Donc, en fait, quand vous discutez avec eux, on en est au début, on va voir ce que ça va donner, mais il y a d'autres pays qui ont expérimenté. Mais en gros, leur vision, c'est de se dire, moi finalement, si je peux mieux suivre mes patients sans être obligé de courir toute la journée pour faire des visites à domicile ou encombrer mes cabinets pour faire du renouvellement d'ordonnance d'un médicament de tension, il faut aussi que ça leur facilite la vie, que ce soit une meilleure gestion du temps sans nuire aux patients. Voilà. Alors, il y a un aspect aussi dont j'aimerais bien qu'on parle. On a parlé de la téléconsultation et on s'est focalisé sur la téléconsultation, mais il y a aussi le télésuivi. Alors, le télésuivi, c'est vous avez une pathologie chronique et vous avez des objets connectés et puis à un moment, il y a un des objets qui s'aperçoit que vous avez une déviation dans une de vos constantes et là, il y a une alerte qui est lancée. Et là, alors expliquez-nous comment ça fonctionne ça. Écoutez, en gros, très clairement, sur les stations que nous, on met en production et qu'on commercialise, très clairement, je prends l'exemple de la pharmacie, qui est le modèle que l'on maîtrise le mieux actuellement, mais qui peut s'étendre à d'autres domaines. Le patient arrive, il s'installe dans l'espace de confidentialité du pharmacien, il a son équipement, on lui met le tensiomètre, on lui prend la glycémie, on mesure son poids, toutes les données apparaissent sur l'écran, sur la station de télémédecine mobile utilisant le VisioCheck. Et ensuite, si les paramètres ne sont pas bons, on voit le conseil qui lui dit, le pharmacien est là, le patient n'est jamais seul. Dans l'utilisation de la station, le pharmacien est à côté. Donc après, on peut lui proposer le questionnaire pour se faire une idée du pré-diagnostic. Et le pharmacien peut lui dire, vu vos résultats, monsieur, madame, je vous propose qu'on téléconsulte. Il vous faut un avis médical. Et c'est là qu'on lance le deuxième service, qui est la téléconsultation. Donc le premier, c'était le télésuivi. J'y vais, je regarde mes constantes. Ça ne va pas. Téléconsultation. Et là, on va un petit peu plus loin. Des questions dans la salle. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, vous qui êtes maire, élu, qu'est-ce que vous allez faire demain de toutes ces technologies? Ça vous fait peur? Ça vous donne des idées? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous ne serez pas malade. Ça ne vous rend pas malade en tout cas. Bon, moi j'ai envie de vous donner, on va peut-être essayer j'ai envie de vous donner quelques pistes de réflexion, puis après on va conclure. Ce que j'aurais envie de vous dire, première piste de réflexion, c'est qu'aujourd'hui, dans l'approche que vous aurez par rapport à vos réflexions de santé, c'est la flexibilité. Parce que tout ça évolue très très vite. Ce qu'on vous dit aujourd'hui est vrai, ce sera plus forcément vrai dans 4 ans, dans 5 ans, et encore moins dans 10 ans. Il y aura des nouveaux outils, il y aura des nouvelles choses. C'est l'obsolescence donc des outils, elle est très 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 rapide. Il faut en tenir compte dans vos investissements et donc il faut peut-être privilégier des abonnements de location plutôt que d'acheter des choses qui seront obsolètes avant la période d'amortissement comptable. Donc flexibilité au niveau des investissements, première chose. Flexibilité au niveau architectural. Quand vous pensez que dans les années 70, le temps moyen d'hospitalisation était de 21 jours et que parfois, et qu'aujourd'hui, suivant les hôpitaux, il est entre 4 et 9 jours, ça veut dire qu'on est à fond dans l'ambulatoire. Et donc, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de construire des hôpitaux avec 80% de la surface qui est occupée par des lits, alors qu'on va de plus en plus vers l'ambulatoire? Donc,
la flexibilité aussi dans les architectures. Ça, c'est très important. Deuxième piste que j'ai envie de vous donner dans vos réflexions ville médiane, c'est l'anticipation. L'anticipation, qu'est-ce que c'est? C'est que par exemple, le vieillissement de la population, ça paraît être une banalité, mais avec le vieillissement de la population, c'est l'augmentation des maladies chroniques et invalidantes. D'où les solutions de télésuivi, d'où la médecine préventive, d'où le fait qu'il faut être le plus possible en amont dans l'information, dans la détection, dans le dépistage, diabète, cholestérol, hypertension artérielle. On est très en retard sur le dépistage. Vous savez qu'il y a 15 millions de personnes en France qui souffrent d'hypertension artérielle et que seulement 50% sont détectés. Et les Américains appellent l'hypertension le silent killer, le tueur silencieux. Aucun symptôme, et puis un jour, boum, un AVC ou un truc. Hein, voilà. Donc le dépistage et l'anticipation, le vieillissement de votre population, les maladies chroniques, tout ça, ça fait partie des pistes de réflexion que vous devez avoir avec prévention, information. Enfin, une dernière piste que je voudrais soumettre à votre réflexion, c'est que la santé, c'est pas simplement des dépenses de santé. On nous présente la santé toujours par le trou de la lorgnette, du trou de la sécu et des dépenses de santé. La santé, c'est aussi un secteur économique. Un hôpital, dans une ville, c'est des gens qui travaillent. C'est aussi un tissu économique avec des pharmaciens, des professionnels de santé. C'est de la vie sur un territoire, c'est des EHPAD, c'est des fournisseurs de l'hôpital ou des cliniques. Donc c'est un vrai tissu économique. Et c'est un tissu économique qui peut être ouvert sur le monde. Je vais vous donner deux exemples. Ouvert sur le monde parce qu'on vous a parlé de fichiers, de digitalisation, tout ça. Ça veut dire que, par exemple, aux États-Unis, la nuit, il faut savoir que près de 50% de l'interprétation des radiologies n'est pas fait aux États-Unis. Il est fait en Chine ou en Inde. Parce que c'est comme ça, parce que vous faites une radio et que le médecin il soit de l'autre côté du mur ou qu'il soit à plusieurs milliers de kilomètres, finalement, c'est pas très très grave. Voyez. Donc voilà, par exemple, un exemple d'être ouvert sur le monde et du fait qu'il faut se servir de l'économie de la santé. Un autre exemple, c'est que la médecine française, pour l'instant, est encore assez renommée dans le monde et que les gens font confiance à la médecine française. Et il y a beaucoup de médecins, notamment, c'est vrai, sur la région parisienne ou sur la Côte d'Azur, qui font beaucoup de chiffres à l'exportation, entre guillemets. En fait, c'est de la fausse exportation, c'est des patients qui viennent se faire soigner et qui cherchent du service d'excellence en France. Vous avez tous entendu parler du tourisme médical, des gens qui vont chercher de la médecine low cost en Roumanie, en Tunisie, tout ça, mais il y a aussi des gens qui viennent chercher de la médecine d'excellence en France. On ne le sait pas assez, c'est un vrai service économique à développer. Et pour vous dire que je ne sais pas cuicui les petits oiseaux, je ne suis pas un rêveur, il y a par exemple une boîte qui s'appelle France Surgery qui propose à des Américains de venir se faire opérer en France et de passer leur convalescence en France, et les mutuelles américaines paient aux Américains le séjour en France parce que ça leur coûte encore moins cher de payer un mois à un Américain un séjour en France avec une médecine de qualité que de le payer aux États-Unis. Donc vous voyez, je voulais vous donner ces pistes autour de ces nouvelles technologies. On peut faire plein de choses et puis il faut voir la médecine comme quelque chose d'ouvert dans le monde. Un mot de conclusion à chacun, peut-être, à moins qu'il y ait encore des questions dans la salle ou des réactions. Bon, alors une question, allez-y. Je crois qu'il y a un micro quelque part qui se balade dans la salle. Juste par rapport à l'évolution des pratiques médicales, du personnel paramédical, on dit qu'il y a une évolution des pratiques infirmières avec la prescription, renouvellement de certains traitements d'ordonnance. Est-ce que, comme aussi les sages-femmes, les consultations de suivi de grossesse, qui est compliqué aussi dans nos départements, est-ce que ces stations de télémédecine peuvent être accessibles aux sages-femmes, aux futures pratiques infirmières qui vont être avancées, oui, à tout ça? Alors, si vous êtes là demain, on a une conf là-dessus, sur la chaîne de soins et comment chacun doit prendre son rôle, quel rôle chacun doit jouer dans la chaîne de soins et comment, à travers le rôle de chacun, on peut améliorer l'efficience de la chaîne de soins. Patrice, vous vouliez dire quelque chose? Je vous ai bien fait. En fait, on a toujours eu
par le passé eu peur. En fait, sachez que les technologies sont prêtes, de plus en plus faciles à être utilisées, de plus en plus ergonomiques. Bon, alors c'est vrai qu'il y a une évolution, mais bien entendu, on travaille sur le lien patient-professionnel de santé. Il faut que ce soit facile d'usage, accessible et avec un modèle économique pertinent. Voilà. Alors Valérie, on va faire... alors une question, finalement je ne vais pas arriver à conclure. Alors une question, allez-y. Oui. Quid de la responsabilité dans toutes ces affaires? De la responsabilité? Du médecin, du thérapeute? J'en ai parlé très très brièvement à un moment, non mais très brièvement, mais on ne peut pas tout dire, quand je vous ai dit dans l'intelligence artificielle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité du traitement et du diagnostic. Aujourd'hui c'est le médecin, et ça reste le médecin, il n'y a pas de substitution. C'est aussi pour ça que les médecins qui travaillent en consultation pour H4D sont des médecins qui sont formés. On est une communauté médicale de médecins téléconsultants. Tous ont reçu une formation vraiment spécifique à l'exercice télémédical parce qu'effectivement ça entraîne des modifications dans notre pratique, ça adapte aussi, il faut adapter notre pratique médicale. Et donc cette formation est très importante, d'autant qu'on engage effectivement notre responsabilité médicale. C'est la raison pour laquelle aussi on tient pour cela à avoir des mesures qui soient des mesures fiables et certifiées. Il est hors de question qu'on travaille avec une température qui serait aléatoire ou qui ne serait pas sûre. Donc voilà, ça c'est important. Et même chose pour effectivement cette évolution dont vous parliez. Les infirmières qui peuvent travailler sur des consultations de prévention sont également formées au savoir-être et savoir-faire et de la pratique, comme les sages-femmes. Merci. Un mot de conclusion? Eh bien, un mot de conclusion. En tout cas, l'environnement d'une consultation permet d'apporter une présence médicale dans un endroit où il n'y a pas de médecin, où c'est un manque de médecins. C'est-à-dire le médecin, il est présent, il est à distance, mais ça ne remplace pas évidemment le médecin traitant, puisque de toute façon, il y a quand même derrière l'écran un médecin avec son patient et avec les dispositifs médicaux qui vont permettre de faire un examen approfondi avec les outils diagnostiques. Patrice, un mot de conclusion? Patrice Christofini. Non, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie, il faut simplement que la technologie serve le parcours de soins et l'intérêt du patient et du professionnel de santé. Philippe Cordier. Une dernière conclusion, je pense que l'intelligence artificielle, donc ce que je disais au début, doit rester un outil, c'est un outil formidable, mais rien de plus. Et pour répondre à ta question, je crois qu'il existe un consensus qui veut que la décision finale en fait doit incomber au médecin et que praticiens et patients doivent aussi savoir contester en fait la décision de la machine. On n'est pas dans une de médecine de robots mais le médecin doit rester maître en fait de sa décision. Et le contact patient-médecin reste capital, quoi, en fait. Voilà. Voilà, on est pile dans les temps. On a commencé à 17h15, il est 18h15. Moi, je trouve que quand le salon est fermé, c'est beaucoup plus agréable. Là, on s'entend bien, on est tranquille, on est entre nous. Il n'y a plus les annonces, tout le monde a récupéré sa voiture, c'est génial. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci, Dr Valérie Faure. Merci, Patrice Christofini. Merci, Philippe Cordier. On se retrouve demain pour 2 conférences qui seront grand public, une sur la maladie d'Alzheimer et une autre justement sur la chaîne de soins et comment on organise et comment on doit organiser la chaîne de soins dans les villes médianes. Voilà, merci, je vous souhaite une excellente soirée.